Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Marc Guillemot pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind en 1999, une année terrible, puisque le skipper de la Trinitaine va être confronté à 2 reprises à des situations difficiles avec la disparition en mer de 2 marins. Et vous allez voir que, comme tout au long de sa carrière, Marc Guillemot va faire preuve d'une résilience assez incroyable. Alors, on va séquence à nouveau un peu moins drôle. Je suis vraiment désolé, j'ai pas vocation à remuer à nouveau le couteau dans la plaie. Mais après l'année 98, il y a l'année 99 qui est compliquée, qui est difficile, puisque à la fois sur la course de l'Europe où tu vas perdre un équipier, et ensuite sur la trajectoire de Jacques Vabre où c'est vous qui allez porter assistance à l'équipage de Paul Vatine qui disparaît. Voilà, il y a des années comme ça marquées au fer rouge, et c'est pas. Quand tu expliquais l'accident de jet service, pardon, on voit bien aussi que les temps ont changé, quoi. En gros, l'époque où on perdait des hommes en mer, on perd beaucoup moins de gens aujourd'hui. Voilà, et on s'est habitué aussi à ne plus en perdre. Et je pense que la capacité à accepter la dangerosité de ce métier qui reste encore élevée. Hein. Oui, bien sûr. Cette capacité à supporter ça, on a l'impression qu'elle a diminué parce que quand on refait le fil de ta carrière, on voit que toi, t'as croisé ces accidents-là à plusieurs reprises, quoi. Bah oui, absolument. Et c'est vrai que cette année 99, elle a été assez terrible. En début d'année, je récupère un des préparateurs de Paul Vatine, Nicolas Florin, pardon, j'ai un trou, mais c'est vrai que c'était un peu assez douloureux, déjà pour sa femme et son gamin, et puis pour sa famille, hein. Et pour nous, pour l'équipage, voilà. Donc c'est vrai que c'est un événement. J'en parle pas beaucoup parce que c'est un événement qui est marquant, qui est dur, qui est terrible pour tout le monde. Et encore une fois, bien plus pour la famille que pour nous. Enfin bon, c'est terrible. Et donc, Nicolas embarque avec nous en début de saison sur la Trinitaine en vue de faire ce tour de l'Europe. Et puis pendant le tour de l'Europe, au large entre la Sardaigne et l'Espagne, il tombe à l'eau et voilà, il fait une bricole et il tombe à l'eau, ça longe, explose et il est attaché, hein. Il est attaché, bien sûr. C'est la longe de harnais qui casse. Voilà. Et en fait, il est emporté par une vague. Il bricole sur le flotteur au vent. Alors, c'est vrai qu'il y avait été une fois et moi, j'étais à la barge et c'était un peu chaud. On était sous le Genecker, on allait vite. Et donc, je l'ai rappelé, je lui ai dit, assure-toi. Du coup, il est revenu, il a mis sa longe, il est reparti. Et puis, au moment où il commence à bricoler, le flotteur, il y a une vague qui passe sur le flotteur au vent. Et puis, quand on marche, je sais pas, on était à 20, 25 nœuds, je sais plus exactement. Ça balaye et il est parti, sa longe s'est cassée.
Et donc on l'a pas retrouvé. Il y a plusieurs bateaux qui étaient en course autour de nous. Il y a eu Alain Gauthier, je crois. Enfin bon, il y a eu 3-4 bateaux. Il y a eu un ferry qui est venu, un bateau militaire, et puis en fin de nuit, on est resté toute la soirée, toute la nuit, toute l'après-midi, et rien. Et du coup, on a dû continuer la course, et c'était vraiment une période difficile, voilà. Et vous allez prendre la décision, d'ailleurs, ton équipage et les autres coureurs, vous allez prendre la décision de continuer la course. Oui, c'est de continuer le Tour de l'Europe. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Et vous dites que en fait c'est un hommage voilà. C'est un hommage aux marins, quoi. Et donc évidemment en arrivant à cette escale, je crois que c'était Benalmádena, il me semble bien. C'est quand même le coup de massue. C'est terrible. En plus il y avait sa future femme qui était là, il était près à se marier, mais il n'était pas encore marié, était là, lui annonçait ça sur le quai. Enfin bon, elle était enceinte en plus. Enfin bon, c'était terrible. Et donc, il a fallu assurer ce coup dur. Et quand on est skipper, c'est vrai qu'on a la responsabilité d'un équipage. Et donc après tout le monde est venu, on s'est réunis avec d'autres skippers, l'organisation, l'équipage de la Trinitaine. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait Jean-Luc Lélias qui était avec nous d'ailleurs à bord. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête. Si on arrêtait, la moitié de l'équipage débarquait, il fallait ramener le bateau, et c'était. Enfin, on se voyait pas trop. Enfin, on n'était pas du tout dans ce trip. Et puis finalement, nous, à force d'échanger, de discuter, on s'est dit, Nico, il est plus là, le bateau est là, il faut le ramener. On va continuer. Voilà, on va continuer. On essaie de faire le truc pour lui. Voilà, parce que j'imaginais bien que si on laissait le bateau là, c'est fini, le bateau on l'aurait laissé là. Enfin bon, on était et le fait de rester un peu dans l'action, dans la course, malgré ce coup de massue, ça permettait de revenir au port d'attache. L'arrivée devait être à Lorient, je crois. Et voilà, donc on est revenu. On était un peu dans un autre mode de course. Ce qu'on voulait, c'était juste, on voulait ramener le bateau et voilà, être un peu dans la course. Et puis voilà, et c'est ce qu'on a fait. Alors après, on peut toujours discuter. Est-ce que ça aurait été mieux d'arrêter ? Enfin bon, après, on peut pas refaire le monde. Parce que c'était une décision collective de tous les coureurs. Oui, ça peut pas. Oui. Ce genre de décision, elle a été prise et avec l'organisation, d'abord avec l'équipage qui m'entourait, et puis discuter avec les uns ou les autres sur d'autres bateaux. Et voilà, c'était. En fait, la conclusion, c'était que c'était mieux de repartir plutôt que de rester se lamenter et pleurer, et puis se retrouver après avec un bateau bloqué là-bas. Enfin bon, en tout cas, on est reparti, et c'est surtout pas un regret. Moi, je suis content qu'on l'ait fait, hein, pour Nicolas en tout cas. Et la résilience des marins reste extraordinaire. On l'a bien vu avec le récit de ton premier accident, avec cet accident à nouveau, et vous continuez à partir parce que c'est votre métier, et puis parce que la mer vous appelle, j'imagine. Mais comment t'expliques cette parce que justement, il va y avoir une Jacques Vabre, et au cours de cette même Jacques Vabre, donc Paul Vatine va disparaître, et c'est toi et Jean-Luc Lénias qui allez venir secourir Jean Morel. Alors c'est vrai, voilà. Et c'est vraiment un hasard. Et c'est un hasard. On est. C'est vrai qu'il y a une résilience, et puis peut-être une envie, une passion, et puis peut-être qu'on se dit ça arrive, on essaye de se prémunir et d'augmenter notre préparation, surtout au niveau sécu, et puis il arrive un pépin, et là on arrive à la Jacques Vabre avec Jean-Luc Lélias. Lorsqu'on était entre le Portugal et les Açores, un appel de directeur de course, du directeur de course qui était l'organisateur, de Gérard Petitpas, qui nous dit il faudrait faire demi-tour. Il y a le bateau de Paul Vatine qui, semble-t-il, est en difficulté. Donc il y courait avec Jean Morel. Et donc on fait demi-tour. Et donc Polo, on se connaît bien, Jean Morel aussi, parce qu'on est à peu près de la même génération et on a fait beaucoup de choses ensemble.
Et donc on arrive sur le bateau avec Jean-Luc Lélias, et là on voit le bateau, on tombe sur le bateau à l'envers et Jean Morel et donc on passe à côté, on hurle, on engueule, tout ce qu'on veut à côté de Jean. J'ai Polo et il nous fait un signe, d'accord. Donc on n'en parle plus. C'est filmé, hein. Il y a des images de ça qui sont donc, dans un film. effectivement, ça va. C'est incroyable. Hein. On a partagé ça avec Jean-Luc et donc on a essayé de filmer tous ces différents passages. Et à vrai dire, je les ai pas vraiment regardé ces images depuis parce que ou accidentellement, mais je sais pas. C'est un truc qui est tellement marquant. Vacances, c'est un truc vraiment marquant. Et puis ça, déjà, ça faisait suite à la même année Nicolas Florin, le préparateur de Polo, qui tombe en mer, Polo qui disparaît sur son bateau avec un super marin, super coéquipier qui est Jean Morel. Et donc tout ça fait beaucoup. Et c'est vrai que l'année 99, elle est assez terrible. Elle est assez terrible et pour le monde de la mer, pour nous coureurs et puis pour moi et ceux qui m'accompagnaient, et en l'occurrence ça c'était Jean-Luc Lélias. C'est violent et en même temps qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre chez nous et puis on pleurniche pendant 2 ans, pendant 3 ans et puis on attend que ça se passe, ou bien on démarre, enfin on essaie de rester dans l'action et actif. Et voilà, on a plutôt, et Jean-Luc et moi, même si on a pris un concours de massue, on a plutôt choisi de continuer. Et d'ailleurs l'année d'après, Jean-Luc il a son bateau avec un sponsor belge, Belgacom. Donc c'est l'ancien Fuji qu'il a récupéré. Et puis voilà. Et puis Jean Morel devient petit à petit directeur de course. D'ailleurs un rôle qu'il a superbement assuré, parce que c'est un vrai bonheur d'avoir affaire à Jean après comme directeur de course, parce qu'en fait on parle le même langage, on se connaît et on se la raconte pas à l'envers, voilà. Et donc pour la petite histoire, Jean 15 ans après, lui il disparaît d'un cancer, voilà. Donc tout ce petit monde, voilà, c'est un peu on a un peu des échantillons de vie, et c'est un peu comme dans la vraie vie, voilà, il y a des coups de massue, il y a un accident de voiture, il y a un de la famille qui est malade et qui s'en va, etc. Et en fait, dans notre petit monde de la voile, c'est à chaque fois des coups de massue, et en même temps, moi j'ai jamais souhaité arrêter par rapport à ces événements majeurs quand même, qui vont bien au-delà des performances sportives. Et voilà, donc je crois que c'est un peu ce qui m'a guidé, en tout cas, c'est de pas continuer coûte que coûte, mais d'avancer, et puis surtout peut-être d'avancer plus prudemment, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de mieux préparer par rapport à tous ces accidents survenus. Finalement on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Donc après ça entraînait des équipements, des balises individuelles, ça a entraîné enfin plein de choses, plein d'équipements qui nous ont permis d'être mieux préparés. Aussi, on a eu des entraînements à terre, et à ce moment-là, on travaillait pas mal avec le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Mieux se préparer aussi sur les pépins, sur ce qu'il faut mettre dans le bib ou à côté du bib. Enfin bon, tous ces événements, ils nous ont obligés et incités à mieux se préparer, et peut-être mieux aussi se préparer s'il nous arrivait une telle aventure, d'avoir peut-être des bons gestes. Voilà. Donc en fait, ces événements difficiles nous ont aussi permis à tous de progresser dans la sécurité. Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui tout ce monde Vendée Globe à des différentes courses, et c'est vrai que je touche du bois, mais il y a très peu d'accidents, même si Jean a récupéré Kevin et c'était chaud bouillant, mais en tout cas il a récupéré parce qu'il était bien équipé, parce que Kevin était super préparé et il a eu les réflexes qu'il fallait au moment où il fallait. Est-ce que
cet accident qu'a vécu Kevin, si on l'avait eu il y a 15 ans, est-ce qu'on n'aurait pas subi le truc? Lui, il a pas subi, il a géré son pépin et Jean a géré la survie de son copain et en fait, tous les deux, ils s'en sortent vachement bien. Donc voilà, c'est tout. En fait, chaque événement permet à un monde, en l'occurrence le monde de la course au large, d'évoluer et de mieux se préparer pour les échéances suivantes. Alors, au début des années, les saisons Orman sont loin d'être finies. Il va y en avoir, si je compte bien, si je me trompe pas, il va y en avoir 4 supplémentaires, si je me trompe pas. Et alors, il va y avoir plein de places de deuxième. En 2000, le deuxième du championnat Orma, deuxième de Québec Saint-Malo, deuxième de la C1 Star, qui était la Transat anglaise, quoi, l'un des multiples dans la Transat anglaise. En 2002, à nouveau deuxième du championnat du monde Orma, deuxième de la Route du Rhum. Deuxième de plusieurs grands prix. T'avais une passion pour la médaille d'argent. Ouais, et en fait, ce que je me dis après coup. Bon, et c'est la régularité aussi. Oui, pardon. Oui. Non, mais je me moque pas, mais c'est pour souligner que c'est aussi à partir de ces années-là qu'il y a le décollage et que tu es quasiment tout le temps sur les podiums. Ouais, mais en fait, il se passe un truc aussi, et je me demande si c'est pas mental. Il faudrait que je fasse une auto-analyse un jour. C'est que, est-ce que, alors tous on part sur des départs de course, on a tous envie de gagner. C'était le cas de mes concurrents et c'était mon cas. Est-ce qu'on a très très envie de gagner? Et voilà. Et est-ce que, enfin, je me pose plein de questions parce que j'ai pas forcément les réponses. Est-ce que j'avais vraiment envie de gagner? Est-ce que j'avais plus envie de gagner que les autres? C'est pas sûr. Et en fait, peut-être que quand j'analyse tout ça, un peu avec du recul, je me dis, j'ai eu la chance de courir avec des champions à mon bord, contre des champions sur d'autres bateaux. Et moi j'étais pas forcément moi j'étais plutôt un besogneux et voilà, et j'étais pas forcément un champion comme a pu l'être Laurent Bourgnon, comme Jean Le Cab et tout ça, et j'ai pas du tout de scrupules, de nostalgie par rapport à ça, mais c'est marrant de se faire un peu une auto-analyse, et je me dis finalement, si ça se trouve, je me contentais, ou j'étais très content avec ma place de second, qui est plus dans l'ombre, et même si j'ai rêvé d'avoir la première, voilà. Et je sais pas comment analyser ça, mais en tout cas, ça permet de dire, il y a des skippers et beaucoup de gens que j'apprécie qui ont vraiment la hargne de la victoire dans les dents. Ils se réveillent, enfin dans la tête, ils se réveillent le matin pour gagner et ils se couchent le soir pour gagner. Et peut-être que moi j'étais pas du tout là-dedans, et que pour gagner, il faut avoir la rage de vaincre, pas d'écraser les autres, mais quand même un peu. Et puis voilà. Et je pense que ça, et on le voit dans quand on regarde un petit peu toutes les personnalités qui ont gagné les Routes du Rhum et les Figaro et les Vendée Globe, il y en a un qui a plus envie, qui a la rage, et on l'a vu avec Armel Lecléache sur le Vendée Globe, on l'a vu avec Abar, on l'a vu avec Jean sur le Figaro, encore que Jean, c'est encore une différence. Jean, pour moi, c'est un cas à part. C'est un vrai champion, mais c'est un cas un petit peu à part. C'est pas comment dire, c'est pas un tueur. C'est pas un tueur, voilà. Et donc lui, c'est encore une autre variété de champion, si on peut considérer qu'il y a plusieurs variétés. Hein. Et donc moi, avec tout ce recul, je me dis, moi, j'ai pas cette hargne de, voilà, je suis content d'y aller, je suis content de pouvoir dire que je vais pouvoir gagner, mais est-ce que j'ai la hargne d'écraser les autres? Non, peut-être pas, voilà. Et je pense que pour gagner, il faut être un tueur. Voilà. Et sans doute que je l'ai pas été et que je suis pas, tout simplement, voilà. Et ça, c'est comme ça. Parmi toutes ces deuxièmes places, il y a une deuxième place sur la Route du Rhum en 2002, la fameuse. Oui, la fameuse Route du Rhum. Alors c'est vrai que cette Route du Rhum, elle était tellement particulière parce que c'est la première Route du Rhum où il y a 18 bateaux au départ, 18 Orma au départ.
Bon, il y a quelques IMOCA, mais qui partent la veille, 24 heures avant. Donc en fait, c'est un peu différent. C'est un peu différent dans la mesure par rapport à la météo. Ils sont dans des trucs météo un peu différents. Mais voilà, en tout cas, là, moi, je m'occupe que des 18 bateaux qui sont au départ de ce Rhum, avec toutes les têtes d'affiche de l'époque. Il y avait du Perron, il y avait il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et Mijdiej, enfin bon, j'ai pas tous les énumérés, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Tous les sponsors étaient là. Et en fait, je pense que c'était avant tout, même s'il y avait plein de champions dans au départ, c'était avant tout une course de marins, je pense. Une course de marins, c'est aussi des compétiteurs, mais je crois qu'il y a eu plus un engagement de marins sur cette course que de compétiteurs stratégiques et tout ça. Et en fait, rapidement, des super compétiteurs ont perdu leur bateau, ont chaviré, il y a eu beaucoup de casses. Et puis en fait, moi, j'avais pas été épargné parce que je me retrouve aux Açores avec le carénage cassé, une voile d'avant en vrac. Enfin bon, et Mijdiej qui était correctement placé mais sans plus, qui s'arrête à Madère. Et le seul qui s'arrête pas, c'est Lalou Rouquayrol, voilà, qui était très au nord et qui avançait, mais voilà. Donc chacun avait fait sa route en essayant de faire se tailler la meilleure route dans ces dépressions qui arrivaient, et puis des trucs un peu creux, un peu violents. Et voilà. Et moi, j'arrive aux Açores. Encore une fois, on était petite équipe, donc on n'était pas vraiment organisé. J'arrive aux Açores et j'avais personne. Je retrouve Dominique Marsaudon qui était là sur place en vacances, mais en vacances, il savait qu'il aurait quelques skippers quelques bateaux endommagés à réparer ou à assister au départ aux Açores. Et donc nous, notre intervention, elle prend du temps à démarrer et puis voilà, on met 52 heures à réparer le bateau avant on fait une escale de 52 heures. Et lorsque je quitte des Açores, donc 52 heures plus tard, je crois que je suis encore devant Mijdiej qui a quitté Madère. La seule différence, c'est que moi je suis aux Açores et lui il est dans les Alizés, départ de Madère. Et du coup, entre ce temps-là, il y a Rabussin qui avait pris la tête de la flotte, mais qui était aussi endommagé parce qu'il a chaviré. Apparemment, il avait un flotteur plein de flotte. Donc lui aussi était endommagé. Donc en fait, le seul qui était intact, à ma connaissance, c'était Lalou Rouquayrol avec son trimaran Banque Papa. Et donc, sauf que lui, il avançait. Il avait à traverser un anticyclone, voilà, l'anticyclone des Açores. Moi, j'étais au milieu, j'avais que la moitié à faire. Lui, il avait tout l'anticyclone à traverser. Et Mijdiej, qui était un peu derrière, lui, il était dans les Alizés et voilà, stratégiquement, c'était le mieux placé. Et donc, c'était intéressant parce que je me suis vraiment battu et il arrive une chose qui est assez incroyable, qu'il t'arrive quand t'es vraiment fatigué, déterminé. Je suis pas un tueur, mais bon, j'avais envie et à chaque empannage, parce qu'il a fallu empanner beaucoup, faire une multitude d'empannages pour aller, là on passait par l'autre côté de la Guadeloupe, pas par la tête à l'anglais, mais par l'autre côté. Et Mich il avait une vingtaine, à peu près, je sais plus, 300 000 d'avance. Et puis je voyais le grignoter, et puis à chaque empannage, je faisais, lui il va se faire le fagot, moi j'ai super maîtrise, tac, j'empanne, alors que Mijdiej, il a pas de raison de s'inquiéter pour ses manœuvres, tout va bien pour lui. Et donc, mine de rien, je me suis quand même rapproché, mais c'est marrant parce que c'est vraiment que du mental. Et à force de se dire, donc évidemment,
tu dis il va se faire un fagot de latte, donc c'est pas très gentil parce que là c'est du casse du matériel, mais bon. Oui. Alors, juste pour expliquer, quand on dit se faire un fagot de latte, c'est qu'à force de multiplier les empannages, le risque de brider lattes de casser des est très important dans les empannages en normand. Quoi. Et donc on n'est jamais à l'abri de pas aller assez vite au moment de l'empannage et puis de casser ces lattes. Enfin bref, du coup j'avais ça en tête, alors c'est un peu stupide, mais donc j'imaginais que lui était plus en difficulté que moi. Alors qu'il avait la maîtrise du jeu, il était devant. Voilà. Et donc il est arrivé, il arrive en Guadeloupe et en fait il arrive, je sais plus 6, 7, 8 heures, je sais plus devant. Enfin, en tout cas c'était raisonnable. Mais bon, encore une fois, il y en a un qui a gagné, c'est Mich, et puis moi j'ai fait second. Et bon, j'en suis très fier, j'en suis très très content parce que déjà les 3 qui ont fini, les 3 qui sont classés, d'être arrivé, c'est un petit club. D'arriver au milieu de 18 et sur les 18, il y en avait une bonne douzaine qui étaient en capacité de faire quelque chose d'intéressant. Il y avait Jean Le Cam, il y avait Franck Camas, il y avait Alain Gauthier, Bertrand Desbrogues, Loïc Perron. Enfin, il y avait Karine Fauconnier. Enfin, il y avait du lourd, quoi. Des gens qui couraient en plus sur les grands prix, donc des gens qui ont de la bouteille, qui savent que mener un Norma c'est quelque chose et qui ont fait des grands prix en équipage. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, donc d'arriver là en seconde position, c'était quand même assez magique. Et puis finalement, pour rejoindre ce que je disais précédemment, celui qui a gagné, c'est certainement celui qui a le plus envie, voilà. Et au bout du compte, moi j'étais content de finir la course deuxième, et puis Lalou, il était super content de finir troisième. Donc en fait, on a peut-être les places qu'on mérite et qu'on est allé chercher, et voilà, et inconsciemment, voilà, on arrive à la place qu'on mérite, tout simplement. Alors à l'issue de ce Grand Prix, c'est la fin du projet La Trinitaine, si je ne m'abuse. Non, on a couru encore 2003 et 2004, puisque 2004. J'ai un trou dans ma fiche. 2004, que je dis pas de bêtises. 2004 pour moi c'est Gitana. Tu vas commencer. Tu fais une saison chez Gitana. Ah oui, t'as raison. J'ai pas mes notes. Effectivement, à ta décharge, j'ai une très très longue fiche, hein, tu sais, ouais, donc. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est en 2003. Je sais pas, il y a une Jack Vabre aussi. Certainement. Il y a un truc comme ça. Voilà, je cours un peu je crois à l'époque avec Yann Guichard. Et puis rapidement, en fait, il se trouve que les budgets augmentent. La Trinitaine est une belle entreprise, mais ça reste une PME. Et j'ai l'impression de leur demander beaucoup, et ils ont une boîte à faire tourner. Donc l'argent, les budgets, c'est pas en décidant de multiplier par 10 la vente des biscuits qu'on va pouvoir assurer la suite. Donc en fait, il y a une interrogation, savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Et puis donc il y a des discussions avec la Trinitaine, et puis en fait au bout d'un moment il y a le fils qui semble vouloir reprendre la voile. Le fils, il est un peu hermétique à ce que faisaient ses parents, en tout cas en l'occurrence dans le sponsoring voile. Et donc à un moment il y a un peu lâché prise, et puis le truc s'arrête, et voilà. Donc voilà, les bons moments de la Trinitaine avec toutes les petites histoires qu'il y a autour, c'était assez riche, assez intense, mais ça se termine. Et puis il y a en parallèle, il y a Gitana qui envisage, enfin qui achète un nouveau bateau, enfin qui viennent de se séparer de Lionel, le Manchois, qui est un super skipper, qui a gagné le Rhum d'ailleurs en 2006. Et non, je dis une bêtise. Dis une bêtise. On me demande, voilà, comment ça se passe? Ils décident d'acheter un bateau. Voilà, ils achètent l'ancien Belgacom, le bateau de Jean-Luc Lélias, et qui devient Gitana. Et du coup, le bateau qu'avait fait Lionel, un bateau un X, un plan Gitana 10, voilà. Voilà, il me demande de skipper ce bateau. Et puis, il se trouve que j'intègre l'équipe. C'est un sacré changement, parce qu'entre le sponsoring de la PME qui est ta voisine, hein, c'est sur la route, voilà, là-bas, et Gitana, c'est pas le même monde, quoi.
Ouais, donc là, j'ai découvert d'un monde un peu particulier, mais et puis il se trouve que il se passe quelque chose avec Lionel Lemanchois et Gitana, du coup. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça part un peu au clash. Et donc Lionel est remplacé par Fred Lepautrec. Et voilà. Et puis moi, je fais l'année, je fais l'All-Star, et en fait, on avait mis un safran porteur. En fait, le truc se casse. Je casse la dérive 2 jours après. Le truc du pire. Enfin bref. Et donc, je suis obligé d'abandonner la course et de rentrer à la Trinité avec un. Alors c'est marrant. Là, j'avais vraiment les moyens. Sauf qu'on a peut-être été trop loin et pas suffisamment bien préparé. En tout cas, il y a eu, là pour le coup, il y a eu coup sur coup la dérive et toute l'accroche du pilote qui s'est arraché. Enfin bref, du coup demi-tour. Et puis voilà, je fais le Grand Prix, le temps de remettre le bateau d'aplomb. Tous les bateaux sont partis pour cette transat. Et puis on se prépare pour le Grand Prix de Fécamp. Et au Grand Prix de Fécamp, on est bien préparé. Finalement, on va pas trop mal. Un bon équipage, bien déterminé. Et puis on chavire. On chavire. Il y a 30 nœuds de vent. Le bateau avait tendance à enfourner. Lionel avait déjà fait un début enfin, il avait commencé à s'encire avec le bateau. Ça avait été filmé d'ailleurs. Mais il était retombé sur ses pattes, ce qui n'a pas été mon cas. Nous, on arrivait 3e de la première manche du Grand Prix, 30 nœuds de vent, et on était à 250-300 mètres de la ligne d'arrivée. Enfin, on était proche, donc ça allumait vraiment avec le vent contre-courant. Enfin, c'était un peu chaud, sous le Genneker, et voilà. Et le bateau a commencé à enfourner. Et celui qui était aux écoutes était un peu loin. Du coup, il avait fait un tour de plus, parce qu'autrement ça partait. Et en fait, ça a pas choqué. Donc le Gena qui est resté bordé, et puis du coup on a fait que amplifier le mouvement, et donc c'était chavirage. Et puis bon, ça a marqué mon passage. Il était assez court chez Gitana. C'était cette année 2004, et puis c'est terminé. C'est terminé là, et puis c'était un peu l'époque où Gitana, ils arrêtaient pas de se chercher avec des skippers. Il y a eu une succession de skippers, je sais pas combien il y en a eu, et voilà, ça, c'était un peu le défilé. Et donc il y a eu Lionel, après il y a eu moi, après il y a eu Fred Lepautrec qui s'est fait. Enfin, bon, c'est terminé après pour lui. Après, il y a eu Loïc, il y a eu à nouveau Lionel qui vient pour gagner la route du Rhum. Enfin bon. Puis après ça s'est un peu mieux construit avec l'arrivée de Sébastien Josse, puis depuis 2 ans avec Charles Caudrelier et puis Franck Camas. Voilà. Donc il y a eu une évolution. Je suis pas là pour juger aujourd'hui. C'est pas le but du jeu, mais enfin en tout cas ils ont eu du mal à se trouver chez Gitana. Et en fait, c'est toujours un peu le problème des équipes avec beaucoup de moyens. Il y a aussi qui va être le fou du roi, le machin, le truc, le proche du baron. Enfin bon, il y a un peu un jeu de placement qui est pas toujours agréable et pas toujours voilà. Voilà, mais moi là-dedans, j'ai pas été très très bon. Voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps pour moi. Il y en a d'autres qui ont été meilleurs, pas très longtemps, et d'autres qui ont été voilà. Et je pense que toutes ces histoires de Gitana sont vraiment assagies, apaisées, parce que là depuis Lionel, depuis quand Sébastien Josse est arrivé, tout ça s'est un petit peu structuré, s'est un peu mis en place, et puis l'équipe les décisions, j'ai l'impression, vu un petit peu de côté, enfin de loin, plutôt que les décisions se sont assagies. Après, ça reste toujours le sponsor un peu particulier, c'est pas le même sponsor, mais en tout cas ils ont une superbe équipe. De superbes skippers, même si Franck aujourd'hui n'est plus dans le truc, mais en tout cas un bateau fabuleux, des techniciens qui sont vraiment bien. Donc en fait l'équipe a évolué,
Et je sais pas comment est le fonctionnement aujourd'hui par rapport à la banque, par rapport à enfin la famille Rothschild. Mais en tout cas, je pense que le projet est intéressant. En tout cas, techniquement et sportivement, c'est devenu vraiment une équipe intéressante. Alors pour toi, ça marque la séquence c'est la fin de la séquence Orma, oui. Donc qui a duré quand même un petit bout de temps. Hein, en gros 96-2005, quasiment 10 saisons. Et tu vas basculer sur le monocoque. Tu vas être casté, comme on dit. Je sais pas, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais il y a à nouveau un sponsor qui va beaucoup te marquer, qui est Safran, qui débarque dans la voile et qui il a décidé de débarquer dans la voile avant de choisir un skipper. Et donc il va y avoir un casting. Raconte-nous comment on se fait caster. C'est quoi? C'est ton agent qui t'appelle en disant il y a un producteur qui veut toi. Comment ça? Raconte un petit peu de l'intérieur. Comment ça se passe? Non, mais c'est assez particulier d'ailleurs parce que en fait. À la suite de Gitana, en fait, c'était donc 2004 et il y avait ce Vendée Globe et en 2004, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Vendée Globe parce que j'ai trouvé qu'il y avait une bascule dans le Vendée Globe. Non pas que je suivais pas ce qui s'était passé avant dans le Vendée Globe, mais je trouvais qu'il y avait une connotation où il y avait des bateaux plus intéressants. Enfin bon, en tout cas, je me suis intéressé plus. Et puis il y a l'arrivée des figaristes, en gros, voilà, dans le voilà, Vendée Globe 2000-2001. Voilà, exactement. Qui a imposé un nouveau rythme, quoi. Voilà, et donc là, il se trouve que il y a entre autres, il y avait deux personnes que je connaissais bien. Il y avait Bilou, Roland Jourdain et Jean. Je trouvais qu'ils avaient des bateaux intéressants, il y avait plein de choses intéressantes. Et du coup, à l'arrivée du Vendée Globe, moi, je me cherchais un peu quand on quitte un projet. Et là, en l'occurrence, j'avais pas vraiment choisi de partir, donc c'était un peu, voilà, c'est un peu déstabilisant psychologiquement. Et je me dis, là, le Vendée Globe, ça, il y a un truc qui me plaît, qui m'accrochait moins avant, mais qui me plaît. Et donc, j'essaie de partir sur un projet de Vendée Globe. Là, évidemment, il faut trouver des sponsors. Donc, mais bon, quand on y croit vraiment, je me dis que ça va être un point. Je dis pas que c'est un truc basique, mais en tout cas, ça va aller. Moi, j'y croyais vraiment fortement et très tôt, je me mets à travailler avec Vincent Loriot, puis Guillaume Verdier. Voilà, on commence à travailler sur un projet de bateau. Tous les deux, ils savaient. C'est le premier bateau sur lequel vont travailler VPLP d'une part et Verdier d'autre part, qui à l'époque collaborent ensemble. Voilà. Et c'est le premier monocoque qu'ils font parce que c'est d'abord, enfin, en tout cas pour VPLP, c'est d'abord un cabinet de multicoque. Voilà, exactement. Et donc on commence à travailler et puis ensemble on commence à établir d'un cahier des charges du bateau et en arrivant du multicoque, on a un petit peu, comment dire, dirigé une culture et donc le poids, le machin, enfin, ça devient un peu le leitmotiv, c'est le poids et le poids, voilà. Et donc ça tombe bien, eux, ils sont dans cette démarche, autant Guillaume que l'équipe de Vincent chez VPLP. Et voilà, donc on commence à élaborer des schémas. Moi, je dessine pas, mais bon, en tout cas, voilà, on passe plusieurs soirées ensemble à évoquer les thèmes du bateau, enfin les points du bateau qu'on aimerait vraiment sur lesquels on aimerait travailler. Et en parallèle de ça, il y a moi, je vois dans un journal, parce que quand on cherche des sponsors, c'est pas forcément ma lecture habituelle, mais quand on cherche des sponsors, qu'est-ce qu'on lit? On lit les Échos, les machins, les trucs. Et donc, dans les Échos, je vois, regroupement de Sagem et de Stegma. Donc, je savais même pas ce que c'était Stegma. Donc, entreprise de l'aéronautique, voilà, qui forme un groupe qui va s'appeler Safran. Oh, j'ai dit, là, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc, j'essaie de faire des démarches pour y accéder, évidemment, impossible. Enfin bon, en tout cas, le courrier que j'ai fait ou les courriers que j'ai fait, ils sont jamais aboutis. Et il se trouve que un ou deux mois plus tard, Vincent Loriot-Prévost
sur un projet le projet de Florence Artaud avec Safran. Et donc, rapidement, il me signale que le projet, il va pas se faire. Il va pas se faire avec Safran et que Safran. C'est un projet d'Orma ou de. Non, c'est un projet de multicoque. Ah oui. Que voilà, et il se trouve que Florence connaissait quelqu'un de chez Safran. Enfin bref, en tout cas, le projet n'aboutit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Safran, ils ont l'intention d'essayer de fédérer les deux entités Stegma et Sagem, avec le nouveau nom Safran, et le président de l'époque Jean-Paul Béchat décide de s'investir dans la voile et d'aller vers le Vendée Globe, puisqu'en allant sur une course comme le Vendée Globe, c'est une course avec des bateaux avec une jauge qui limite la longueur, mais en tout cas il y a possibilité de travailler, de s'investir sur les technologies des bateaux du Vendée Globe. Et donc il décide de faire un casting. Donc il y a plusieurs skippers qui sont interrogés, qui sont convoqués. Et voilà, je crois qu'il y en a une dizaine ou 11. Je crois qu'il y en a 11. Et puis forcément quand on fait savoir qu'on a envie de faire le Vendée Globe et puis qu'on est un petit peu dans l'actu, je trouve que non, mais c'est quand même pas mal grâce à Vincent Loriot-Prévost. Je me retrouve sur cette liste de 11, voilà. Et donc j'envoie mes dossiers et il se trouve que dans les deux personnes qui faisaient les castings, il y avait Jean-Marie Vidal, il se trouve que j'ai connu en tant qu'il était organisateur du Triangle du Soleil, enfin à une époque en Méditerranée. Et c'était le directeur de Port-Camargue aussi. Directeur de Port-Camargue, on était resté assez longtemps chez lui avec un des jets de service. Enfin bref, on était plutôt en bonne relation, mais bon, on se voyait pas. Et puis et donc je suis convoqué pour une première séance. Et puis je viens préparé, mais mal. Enfin bon, c'était pas forcément bien organisé. Voilà, je viens à 3, j'aurais dû venir tout seul. Enfin bref. C'est un grand oral, quoi. C'est un entretien devant. Un entretien oral. Plein et puis après la séance, je sens bien que j'ai pas. J'aurais dû venir tout seul. Enfin, il y a eu, ça s'est un petit peu emballé dans tous les sens et pas forcément sur l'objet pour lequel on était là, c'est-à-dire le Vendée Globe. Et par chance, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir connu Vidal, Jean-Marie Vidal. En tout cas, je suis convoqué au deuxième round, qui est un mois plus tard. Et là, j'arrive mieux organisé. Beaucoup mieux organisé, avec un projet qui est à peu près ficelé. On avait beaucoup travaillé avec Vincent, Guillaume. J'avais demandé j'avais un second qui était prêt à m'épauler aussi, c'était Thierry Brault. Et voilà, donc j'arrive beaucoup plus organisé, beaucoup plus sûr de moi. Et à la fin de ce deuxième round, je savais qu'on n'était plus que 6, je crois. Une semaine plus tard, je reçois un appel en disant vous êtes dans la shortlist et donc il se passera je sais pas fin octobre, un truc comme ça. Et donc je me dis voilà, ça avance et moi à cette époque-là il y avait plein de bons, hein, donc c'est pas l'idée d'être le meilleur ou je sais pas quoi. Le seul truc, je pense qu'il y avait une petite différence avec beaucoup de ceux qui étaient là, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit je suis le meilleur, donc voilà, je suis le meilleur en voile ou je sais pas quoi, donc c'est le sponsoring Safran, c'est pour moi. Et moi, je me demande si à ce moment-là, j'étais dans une démarche différente. Bon, j'avais eu ce départ non choisi de chez Gitana, j'avais ce travail que j'avais vraiment bien avancé avec les architectes, et j'étais déterminé. Et moi, je me disais, je veux pas savoir qui est en bagarre avec moi, parce que je savais qu'il y avait forcément des gens qui étaient compétents, enfin des skippers. Et la seule chose que je sais, c'est que je pense, c'est un peu comme pour la victoire que j'ai pas toujours eu. J'ai dit là pour le coup,
Je pense que c'est moi qui vais l'avoir, ce sponsor. Il est pour moi. Il y a de la techno, les machins, et puis je me suis mis ça dans la tête. Et je voyais dans le milieu, tout le monde essayait de poser la question. Et toi, t'es sur le casting de Safran, et toi. Et donc, je voyais tout le monde essayer de savoir. Sauf que moi, personne ne savait que j'y étais parce que moi, j'aurais dit non, je sais pas, voilà. Et je voulais rester un petit peu en dehors de tous les cancans et les machins. Et avec et je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr dans ma tête, j'ai dit c'est pour moi. T'étais sûr qu'il allait voir. Ouais, et alors que à ce moment-là, il y avait que moi qui croyais, et puis les deux archis avec qui j'étais. Et je me retrouve en finale au siège de Safran à Paris, et puis donc je suis accueilli par la com et tous ces trucs là, et puis au bout d'un moment on me dit ben voilà le trio final. Je savais toujours pas qui étaient les autres, et je voulais surtout pas, parce qu'en fait de savoir qui étaient les autres, ça m'aurait sans doute déstabilisé, parce que j'aurais vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment super intéressants et plein de compétences, et du coup j'avais peur d'être déstabilisé par rapport à ça. Et c'est un peu j'ai fait un peu l'autruche par rapport à ça, mais pour moi c'était important psychologiquement. Et donc à un moment là, on me dit là vous avez 5 minutes, on va vous monter au 6e étage, et là vous avez un entretien qui va durer 5-10 minutes avec le président, Jean-Paul Béchat. Et donc je voyais qu'il y avait un peu de tension, parce que de monter au 6e pour voir le président dans les grands groupes, il y a 65 000 personnes. Sans que ça commence à... Et donc, je sentais que ça n'arrivait pas à tout le monde, voilà. Et donc, j'arrive au 6e, et je suis accueilli par Jean-Paul Béchat, et puis, en fait, très rapidement, on attaque sur plusieurs points, sur l'art, la peinture, la musique, les machins, les trucs. Et donc, le temps passe, et puis on discute, et puis à un moment il dit asseyez-vous, il s'assoit aussi, puis ça reste blabla, et puis c'est super intéressant, et puis en fait on voit pas le temps passer, et puis on parle de plein de choses, et pourquoi la course, et pourquoi ceci, et voilà, et puis à un moment il regarde l'heure, il dit mais on a dépassé le temps, en fait ça faisait 40 minutes qu'on était là, et il regarde le temps. Et puis il me dit mais attendez, là on a dépassé le temps. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Alors je dis oui, pour le projet Vendée Globe, et donc on parle un peu de comment je vois le projet, mais vraiment en quelques mots. Et puis à un moment il me dit mais vous savez que vous êtes en concurrent avec il y en a 2 autres. Donc qu'est-ce qui se passera si c'est pas vous qui êtes pris? Je dis mais c'est pas grave. De toute façon moi je serai au départ du Vendée Globe. Donc de toute façon si ça se fait avec vous, ça se fera avec vous, mais de toute façon moi je serai au départ, voilà. Et puis très bien, merci, au revoir. Et puis je suis parti, et 15 jours après j'étais appelé pour dire voilà, c'est moi qui était choisi, voilà. Et tu penses que ça s'est joué sur cet entretien? Il y a eu, je pense que Béchat forcément c'est lui qui avait le mot de la fin. Et il se trouve que après, au fil du temps, on est devenu très très liés jusqu'à sa disparition. Mais c'était un mec un petit peu super, hein, vraiment un mec génial. Et c'est pas pour rien que le groupe Safran a été fait. Vraiment, c'est un type extraordinaire. Et avec qui donc on est devenu très très proches. Et on était assez confident, autant dans un sens que dans l'autre, et on avait des choses assez super ensemble, voilà. Et puis voilà, l'histoire a commencé avec Safran. Donc après l'histoire de Safran, c'était assez sympa, et c'est un changement de monde pour toi. Complètement. Parce que là c'est à tout point de vue, en termes d'équipe. D'abord de management, quoi, c'est toi le chef. Ouais. De budget, de taille d'équipe. De support, tout change, quoi. Tout change. L'équipe, il faut concevoir une équipe. J'avais déjà bien anticipé, donc là pour le coup j'étais sans doute bien organisé. Et là t'as 45 ans, quoi. Et là j'ai déjà un coureur d'âge mature, quoi. Et donc c'est génial, quoi. C'est le truc, t'aimerais que ça t'arrive, mais qui t'arrive pas, voilà. Et tac, le gros sponsor, le gros groupe avec des moyens, en plus une volonté d'aide, d'apport technologique, d'ingénieurs,
Et donc c'est juste le rêve. Et puis je reviens un tout petit peu en arrière, mais une des questions qui ont certainement été posées aux autres, pas par le président, mais par ceux qui interviewaient pour le casting, et qui m'ont posé la question. C'était vous avez proposé votre projet avec VPLP, avec Guillaume Verdier. Donc c'est des architectes, on est bien d'accord, qui n'ont jamais fait de bateau, de monocoque. Donc là, si on décidait de partir avec vous et qu'on vous impose d'autres architectes, voilà, parce qu'il y a des architectes qui sont reconnus dans le monde machin, qu'est-ce que vous faites? Alors je dis la question elle se pose même pas. Je travaille avec VPLP et Guillaume depuis 7 mois. Il n'est pas question de les planter en route. Voilà, on est parti dans la même, on est dans le même bateau et on va jusqu'au bout avec le même équipage. Voilà. Et puis ok, merci. Puis voilà. Et il semblerait, mais c'est pas il semblerait, c'est que plusieurs d'entre eux, quand on leur a posé la question, ils ont dit non, s'il faut, je pourrais bosser avec tel ou tel ou tel. Voilà. Et c'est marrant parce que en fait, il suffit qu'un jour, en répondant à ces questions ou en discutant avec le président, il suffit que tout soit aligné. Et encore une fois, je considère pas être le meilleur. Sauf que le jour où il fallait être pris, j'étais sans doute le meilleur ou celui qui correspondait le mieux à toutes les interrogations que pouvait se faire un groupe, voilà. Et en fait, le jour où il fallait choisir, c'est moi qui passais là, voilà. Et franchement, quand je vois le niveau il y a eu Sébastien Josse, il y a eu, je crois qu'il y a eu Loïc aussi. Enfin, il y a eu plein de, il y a eu Karine Fauconnier, il y a eu plein de. Là, tu parles de tous les autres qui étaient au casting. Ouais, et ça j'ai su après. Il y a eu plein de gens vraiment des skippers compétents qui avaient toute la légitimité pour être skipper pour un groupe comme ça. Et puis voilà. Donc non, mais je surtout pas m'en plaindre. Et je suis. L'histoire elle est plutôt sympa. J'aime bien. Alors du coup, comment tu gères cette phase de transition justement où il faut recruter une équipe structurée, parce que comme on le disait juste avant, pour toi c'est un changement d'échelle, quoi. C'est un changement de division presque. Ah ben carrément, donc il faut plus l'apprentissage du monocoque. L'apprentissage du monocoque, mais ça, je dirais que ça reste un bateau avec des voiles. Voilà, c'est ça. Et 3 pénons alignés quand on est auprès. Mais en tout cas, pour le reste, voilà, je m'étais déjà bien organisé, donc l'équipe, à la limite, au moment où on a signé avec Safran début décembre, l'équipe elle était faite à 70-80%. On avait bien avancé avec les archis, donc on savait où on voulait aller. On avait travaillé un peu sur le budget. On était en phase avec le budget proposé par Safran, donc on était capable de proposer à une équipe un salaire, enfin un montant, savoir comment on allait travailler, les voileries, enfin les différents postes qui sont itinérants à ce genre de projet. Et puis en fait le truc est le projet a été signé début décembre exactement, et 2005, et le 15 décembre ça y est, on était en route, on a loué un bateau en attendant qu'on construise un autre, et l'équipe s'est mise en place, et début janvier toute l'équipe était en place, et puis ça y est, la machine s'est mise à rouler avec forcément des imperfections. Il a fallu aussi apprendre à fonctionner tous ensemble. Moi c'est vrai que j'étais la seule intermède qu'il y a eu, c'était avec Gitana, avec plus de moyens, mais moi j'avais la gestion de rien du tout à part du bateau, et donc forcément là j'étais en apprentissage d'un nouveau truc de chef d'entreprise avec du monde, avec des interlocuteurs ingénieurs, des interlocuteurs, les patrons de toutes les filiales de Safran, que j'ai beaucoup reçu ou que j'ai beaucoup visité, un peu en France et puis ailleurs, en Belgique, voilà. Et donc on se retrouve dans un monde un peu comment dirais-je, un peu artisanal, voilà, un monde d'entreprise. Voilà, je suis un peu passé là de l'artisanat de la voile à une PME plus structurée, une PME structurée, et qui demande beaucoup plus d'investissement en termes d'énergie, d'investissement de soi d'ailleurs, parce qu'on se retrouve avec des équipes plus importantes, donc il y a la gestion humaine,
avec tout ce que ça comporte, les salariés, les vacances, les trucs, les mariages, les enterrements, les trucs, enfin tout ce que font le quotidien de la vie, voilà. Et donc même si j'étais secondé par Thierry Bourg, enfin les décisions il faut les prendre. Et voilà, donc c'était intéressant. J'ai eu l'impression d'apprendre plein de choses et non, c'était un super moment. Autant sur l'eau qu'à terre à partager avec les ingés. Moi, j'ai vu des gens passionnés et avec des mélanges de passion aéronautique, voile. C'est génial. Alors ça va être une saga assez incroyable. Il y a alors du coup les années Orma c'est 2005, 2013 ou quasiment 2014. Le bateau lui-même, j'allais dire, il est lui-même une légende. Cet IMOCA qui continue à naviguer avec des foils, qui a connu une vie incroyable et qui a toujours été très très rapide avec une réputation très très forte, qui est donc le premier bateau du duo VPLP Verdier et le premier IMOCA du cabinet VPLP. Dès sa première course, quand il fait la Jacques Vabre, vous faites deuxième. Et ouais, encore une. Et en plus avec Charles Caudrelier. Avec Charles Caudrelier, en fait, là c'est sans doute un problème d'anticipation. Enfin bref, en tout cas il y a un truc à clocher et c'est en l'occurrence c'est ou Charles ou moi. Non, c'est plutôt moi d'ailleurs. C'est dans le choix des voiles. On a pris une voile, un spi en l'occurrence trop creux pour ces bateaux qui commençaient à accélérer bien. Et puis il se trouve que rapidement, on n'était même pas arrivé à Madère qu'on a exposé le spi et après on s'est retrouvé sans spi pour aller jusqu'à où San Salvador de Bahia. Et finalement on termine je crois 1 heure ou 2 derrière Michdiej, donc on n'était même pas à mi-parcours et en fait on s'aperçoit que le bateau il a un potentiel, un super potentiel. Et du coup, les 2 ans plus tard, on repart avec Charles, mais cette fois-ci avec vraiment l'ambition de la gagner. Et on arrive à Costa Rica, je crois, ouais. Non. Si on arrive au Costa Rica et on gagne en IMOCA, voilà. Je crois que c'est ça en 2009. Et entre-temps, il y a cette préparation de Vendée Globe. Alors voilà, donc du coup, on va faire des petits spots parce qu'effectivement, couvrir toutes les courses, ça serait ouais. un petit peu trop long. Donc il y a pour commencer, il y a un premier Vendée Globe, 2008-2009, où tu finis 3e. Alors et qui tu finis dans des conditions particulières. La même chose. D'abord, c'est le même chose. On a beaucoup parlé de la victoire de Yannick Bestaven en rappelant que c'était un marin, on va pas dire vieux, mais d'expérience, ouais. Quoi. Là, toi aussi, quand tu fais podium, t'as déjà beaucoup d'expérience. T'es juste à la veille de tes 50 ans, quoi. Oui. Bah, comme quoi, il faut peut-être pas mettre Comme quoi, c'est un sport à accumulation d'expérience. Voilà. Et on fait des très longues carrières. Il faut pas forcément mettre les vieux à la poubelle. Ou, en tout cas, avant de les mettre à la poubelle. Avant de les mettre à la poubelle, s'en servir pour transmettre, en tout cas, et voilà. Ma question, c'est du coup, comment tu le vis, justement, quoi, en faisant ton premier Vendée Globe à 50 ans, c'est déjà un mythe, c'est déjà, toi, t'en rêves pas depuis que t'es tout petit, quoi. T'as fait tellement de trucs avant que c'est pas le. Alors, c'est pas l'objectif de toute une carrière, quoi. Ouais. Alors, avant le départ, je dirais que, d'avoir 45 ans ou 52 balais, au moment du départ du Vendée, ouais. Du Vendée. Tout le monde est pareil. Enfin, c'est pas un sujet. Le sujet, c'était d'être bien préparé physiquement, psychologiquement. Et en fait, je m'aperçois d'un truc, d'une chose, en tout cas, que toute cette accumulation d'expériences, des coups durs, des coups plus joyeux, etc. Et en fait. Muscle, c'est pas le terme, en tout cas renforce un petit peu le mental, et le mental c'est un peu le moteur en tout cas la source d'énergie qui permet de faire l'énergie, en tout cas de créer l'énergie pour avancer, voilà. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que
en courant le Vendée Globe, ce Vendée Globe, et j'ai eu une succession de soucis, autant pas de ma faute. Enfin bon, en tout cas, j'ai une succession de soucis qu'il a fallu, des obstacles qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu contourner, qu'il a fallu. Et si à 25 ans ou à 30 ans, dans les mêmes conditions, j'avais eu les mêmes soucis, les mêmes galères, j'aurais jamais été au bout. Hein. Voilà. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que justement l'accumulation d'expérience fait que on se renforce mentalement et finalement que chacun des événements auxquels on a à faire face n'est juste qu'un obstacle mais pas un mur, voilà. Et donc on essaie de le passer, on perd du temps, on se bat, mais on fait pas demi-tour. Parce que là, j'ai vu, peut-être moins sur le dernier Vendée Globe, mais un petit peu, mais sur d'autres Vendée Globe, des gens qu'on pense solides, et puis en fait, le moindre souci, on pousse la barre et on rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison comme on peut, mais et voilà. Et donc, moi, je pense faire partie de cette génération où on s'est souvent battu. Et c'est vrai que Jean, on a un mois d'écart. Enfin voilà, on est du même, que ce soit Bilou et d'autres encore. On s'est souvent battu fortement pour obtenir les choses, pour construire nos bateaux, pour s'impliquer dans les projets et pour se battre en course avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, on s'est souvent battu. Et finalement, ça forge un peu le caractère, je sais pas, mais en tout cas le mental. Et j'ai le sentiment que des gens de ma génération n'ont pas autant de nécessité de prendre quelqu'un comme des coachs mentaux, et c'est vrai qu'aujourd'hui celui qui n'a pas son coach mental, il est mal barré. Hein. Enfin, c'est un peu une caricature, mais c'est vrai que je pense qu'on a accumulé suffisamment de choses. Je dis pas qu'on est encore une fois, on n'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, je pense que au niveau du mental, on fait partie des gens solides. Voilà. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui aurait 2 fois plus, qui serait de bien meilleur ou qui maîtriserait beaucoup mieux les histoires d'informatique, qui serait physiquement beaucoup plus balèze, enfin, etc., etc. Voilà. Et je pense que le mental est une des meilleures forces qu'on puisse avoir sur un bateau. Et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier Vendée Globe, quand on voit, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, et j'en parle tout le temps parce que c'est quelqu'un que je connais pas, mais que comme je suivais un petit peu tout, c'est Piper. Quand j'ai vu comment elle s'est battue pour changer son safran au milieu de l'Indien, qu'elle était en bagarre avec des bateaux plus récents qu'elle et se battait avec un vieux bateau. Mais c'est qui cette nana, quoi? Elle est incroyable, elle se bat, voilà. Et deux autres filles m'ont marqué, pourtant qu'ils n'ont pas fini. Samantha Davis et s'arrête au Cap. Isabelle Josk avec mon ancien bateau et s'arrête à Samantha pour des problèmes différents, mais en tout cas tous les deux, elles décident de continuer et de finir leur tour. Et d'accord, ils sont plus en course, ça n'a pas été classé, mais ils ont été jusqu'au bout et ça c'est fabuleux. Et donc voilà, moi j'aime bien ces gens-là qui sont, voilà, c'est quelque part pour moi c'est des champions, quoi. Ils ont été au bout de quelque chose et ils ont pas fait demi-tour parce qu'ils ont plus de GPS ou d'informatique ou je sais pas quoi, et on rentre à la maison et voilà. Et voilà, je trouve que c'est la façon dont Yannick a fait sa course aussi. En plus, c'est un bateau qu'on a conçu avec l'équipe ici, et il gagne et on dit c'est génial. Et il y a eu plein de belles histoires que j'ai adorées sur ce Vendée. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'histoire de Kevin, de Jean, c'est fabuleux, quoi. C'est un Vendée Globe particulièrement riche et passionnant à suivre. Alors l'épisode du sauvetage de Kevin par Jean, évidemment, doit forcément te rappeler des souvenirs puisqu'on parlait de ce premier Vendée Globe. Et ça résonne particulièrement hier aux 2 récits précédents que tu as fait, puisque c'est dans ce Vendée Globe que Yann Eliès se fracture le fémur en allant faire une manœuvre à l'avant de son bout dehors, et le marin le plus proche qui va veiller sur lui pendant qu'il
une frégate australienne vient le sauver, bah c'est toi. Je sais pas s'il y a une part de hasard ou si c'est le destin, mais c'est toi qui du coup vient jouer l'ange gardien et le berger. Alors tu vas pas pouvoir faire grand chose à part passer à côté et être présent. Alors ça a été beaucoup raconté, mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu peut-être avec le temps qui a passé les souvenirs que tu gardes de cet épisode très particulier et très très fort quoi. Ouais, alors c'est vrai que c'est un épisode assez fort, assez intense. Alors déjà quand Denis Horo, qui était le directeur de course, m'a appelé, moi j'étais pas le plus proche. Je crois que c'était Ryu qui était le plus proche. Mais sauf que moi de là où j'étais sans doute le plus rapide pour oui, atteindre. Alors, voilà. Quand je dis que c'est ce que je voulais dire, c'était en tout cas le plus facile, le plus facile pour parce que pour Vincent et Ryu et Armel Lecléache étaient un peu plus nord et un peu plus enfin bref. Et voilà. Donc lorsqu'on m'appelle pour faire demi-tour, évidemment tu fais demi-tour et tu réfléchis après, voilà. Donc tu dis il faut y aller et là quel que soit le skipper qui est en difficulté, ouais. Et donc en fait c'est là où tu t'aperçois que quand tu pars au Vendée, il y a plein de concurrence, il y a plein, voilà, l'idée, c'est d'arriver devant l'autre et machin, on se prépare pour ça. Et puis, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que, c'est pas forcément vécu par tout le monde, mais quand on arrive dans le sud, donc on attaque l'Indien, moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, on est tous dans le même bateau, on est concurrents, mais on n'est plus concurrents pareil. On est concurrents avec une attention particulière sur les uns ou les autres. Voilà. Puisque les seuls qui peuvent venir sauver les uns les autres, c'est voilà. vous. Quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en arrivant dans le Sud. Et voilà, donc lorsque j'arrive sur le bateau de Yann Eliès, donc déjà, grosse satisfaction d'apercevoir son bateau, qui était avec les voiles à contre, enfin voilà, qui était, heureusement qu'il était pas très toilé au moment où il a eu son accident, mais s'il n'était pas très toilé, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Et donc, au bout d'un moment, j'arrive à rentrer en communication avec lui, et puis en discutant avec lui, je m'aperçois que j'ai pas grand-chose à faire, sinon que de rester là. Ouais. Donc, ça me permet de communiquer avec avec la course, avec la direction de course, pour leur donner un peu des nouvelles en direct, enfin en direct, des nouvelles directes de Yann. Et puis au bout d'un moment, je me dis, enfin c'est quand même psychologiquement c'était assez dur. C'est pour ça que c'est pas plus mal que ce soit arrivé sur moi plutôt qu'un autre, parce que il se trouve que en fait, on en parlait il y a quelques minutes. Je pense être un peu blindé au niveau du mental, au niveau et donc je pense que là pour le coup il fallait être assez solide. Sauf qu'on a beau être assez solide, on n'est pas loin de faire des erreurs ou des conneries, pour ça comme on veut. Et à un moment de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de jongler et sans doute d'y passer à côté, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, c'est juste insupportable. Voilà. Et donc, à un moment, j'ai eu l'idée complètement folle et stupide, et heureusement qu'on m'a déconseillé de le faire. C'était, j'ai envisagé d'accoster son bateau et de sauter sur son bateau. Hein. C'est-à-dire que il fallait pas que je loupe la marche. C'est sûr que mon bateau, il était perdu et que je risquais de casser son bateau voilà. Donc en fait c'était juste l'erreur monumentale à ne pas faire que j'ai émis l'idée de faire et que j'ai voulu partager avec quelqu'un à terre. Et heureusement que j'ai pas entrepris ce genre de truc, parce que ça aurait été d'une stupidité grave. On aurait sans doute perdu 2 mecs au lieu de potentiellement 1, voilà. Et voilà. Et donc le suraccident, quoi. Ouais, suraccident, voilà. Comme quoi, il faut bien réfléchir avant de se lancer dans un. Et là, c'est Denis. T'en parles à Denis Horo, c'est lui non, qui c'est pas dit... Denis. Non, j'en ai pas parlé à Denis. Non, ce genre de truc, j'ai parlé avec ton équipe. Avec je sais plus qui à terre. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Hein. C'était pas une bonne idée. Et en fait, mais ça m'a quand même inspiré et je me suis dit. Le vent au bout de la première nuit à ses côtés, le vent avait quand même relativement bien molli. Il devait rester 25-30 nœuds. Et donc je me suis dit là je vais gérer plusieurs passages, enfin un passage derrière lui, et puis je vais essayer de lui lancer. J'avais bricolé une bouteille d'eau avec
de la morphine parce qu'on est super équipé sur le Vendée. Et pour le clin d'œil, j'avais mis une petite boîte de pâté Enaf. Voilà, je veux dire, s'il sent mieux, il pourra grignoter un peu et ça lui fera du bien. Et donc la première bouteille, c'était un peu chaud parce que pour passer, je passais un peu abattu à côté de lui, donc je passe quand même à 10-12-2. Mais à côté de lui, c'est quand même, je passe quand même à 5 mètres. Au moment où j'appuie sur le pilote, il faut pas que ça décroche parce que là, je me le cartonne. Et donc, première bouteille, je lance. Donc, j'avais au moins une quinzaine de mètres pour arriver jusqu'à son intérieur où il était bloqué. Et la première bouteille est rebondie sur le pont et passe à l'eau. Du coup, je fais un autre passage. Et la bouteille tombe dans le cockpit. Et puis donc là c'était impossible pour lui de la rattraper et donc je fais un dernier passage et puis là il se passe je sais pas quoi mais du coup je suis obligé de rattraper le coup et ça devient vraiment chaud et du coup je laisse tomber voilà donc en fait je vais lancer que 2 projectiles et voilà et à la suite de ça Yann au bout de quelques heures il me rappelle, moi je restais toujours en veille à côté et donc il me rappelle, il me dit ça va un petit peu mieux. En fait, ce qu'il m'a raconté après, lorsqu'on s'est vu, c'est que à force de voir de quelqu'un de déterminé pour essayer de l'aider, il s'est dit voilà, je me bouge derrière et je vais attraper ma pharmacie qui est à 2,50 m plus loin. Voilà. C'est ton insistance qui lui a fait, qui l'a un peu. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Maintenant, voilà. Enfin bon, l'histoire elle est comme ça, voilà. Et donc voilà, il a pu se prendre ce qu'il fallait en calmant et tout de suite la voix a changé. Voilà, c'était plus le gars qui était sur les dernières heures. Voilà, c'était un peu d'énergie retrouvée. Du coup, il avait pu s'alimenter, enfin, etc., voilà. Et voilà. Et le lendemain, je crois que c'est ça. Le lendemain, la frégate est arrivée. La frégate la Runta, je crois que c'est ça. La frégate australienne, pardon, qui est arrivée et qui est venue le chercher. La première étape, ils ont fait un trou dans la coque, mais il y avait quand même il y avait plus beaucoup de vent parce que l'anticyclone avait gonflé sur nous, mais par contre il y avait beaucoup de mer et donc ils ont fait un trou dans la coque juste au niveau de la flottaison. C'est avec la bosse d'amarrage du Zodiac. Oui, voilà. Et donc on peut surtout pas leur en vouloir. Et puis après ils ont été finalement ils ont été de l'autre côté où le bateau était un peu plus gité avec la quille et ils ont pu embarquer à bord et récupérer Yann. Bon, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais enfin ils l'ont mis sur civière et ramené. En tout cas, une fois qu'il était immobilisé, tout s'est mieux passé pour lui, même s'il en a un peu enduré sur le bateau militaire. Voilà. Et puis après moi, le bateau et le semi-rigide, ils sont venus me voir. Et puis bon, ils étaient au courant de la cour, mais sans être vraiment au courant. Ils m'ont demandé d'où je venais. Je lui ai dit des Sables d'Olonne. J'ai dit où vous allez? Au Sables d'Olonne. Et il a dit je sais pas s'il y a tant très rond chez lui. Et puis ils m'ont lancé ce qu'on dit en général aux gardiens du phare du Cap Horn, quoi. Voilà, ouais, exactement. Et donc ils m'ont lancé un truc théoriquement, j'avais pas le droit d'accepter, mais bon, ils m'ont lancé à bord 2 oranges, un petit sac avec 2 oranges, donc on n'a pas le droit d'avoir d'assistance, voilà. En plus j'avais tout ce qu'il fallait à bord, mais 2 oranges, il y avait un espèce de pain américanisé, australien, enfin pour le truc moyen, quoi. J'avais bien mieux à bord, mais bon, c'était sympa. Et une bouteille de vin rouge australien, sauf que c'était du rouge du bord et c'était pas forcément les meilleures caves. Et puis bon, j'allais pas boire du rouge tout seul à bord, donc c'est une bouteille. T'avais un tire-bouchon? Non, mais en fait, moi je bois pas à bord, non, c'est pas surtout pas en cours. Et donc je m'étais promis, et ce que j'ai fait, de partager cette bouteille, évidemment avec un complément plus adapté à la situation, mais en tout cas je m'étais promis de partager cette bouteille avec Yann lorsque je verrai ensuite en Bretagne. C'est ce que j'ai fait, voilà. Et effectivement, le rouge était vraiment très rouge, mais le geste était là et c'était sympathique. Et alors comment on fait pour repartir?
C'est dur de repartir. Alors ça a été vraiment compliqué. Hein, On l'a bien vu avec Jean. Hein. Je fais le parallèle un peu entre les deux récits, mais Jean a bien raconté à quel point il dit il est descendu, puis je repars tout seul, quoi. Ouais. Alors toi, peut-être pas dans ce cas-là, mais non, mais c'était compliqué déjà. Il y a un truc qui est particulier, c'est que on s'est approprié le naufragé, même si j'étais pas avec lui, et puis on m'a pris mon naufrage. Enfin. Je sais pas si c'est compréhensible pour quelqu'un qui l'a pas vécu, mais voilà, j'ai eu l'impression qu'on me prenait il fallait, il était pas question que je reste avec lui, mais en tout cas, voilà, Yann, il partait, voilà, et du coup, je me suis retrouvé tout seul. La vedette australienne est partie. Déjà, j'étais dans l'anticyclone, il y avait plus de vent, j'avais plus le rythme de sommeil, j'étais plus dans la course. Mais alors, quand je dis que j'ai plus dans la course, j'étais plus du tout dans la course. Et donc il y avait plus de vent. Quand il y avait plus de vent, il y avait 8-10 nœuds de vent. J'ai dit merde, traverser l'anticyclone. Donc j'ai mis 3 jours à retrouver un peu de vent. Ça c'était un peu le bazar. En plus j'ai perdu mon rythme de sommeil. J'arrêtais pas de dormir, et alors que j'étais plus du tout dans le même rythme. Et puis quelqu'un m'a parlé de décompensation, et sur le coup j'ai dit mais je m'en fous moi d'une compensation, Yann est sauvé, on s'en fout de la course, alors qu'il faut pas dire ça, voilà. Et donc voilà, j'ai mis au moins 4-5 jours à rentrer dedans et à repartir. C'est assez perturbant en fait. C'est des moments assez perturbants, et en fait, j'imaginais pas qu'on mette autant de temps pour se remettre en course, voilà. Et tu vas réussir à te remettre en course? Ouais, alors j'arrive à me remettre en course avec. J'ai arraché mon rail de grand voile, donc je me remets en course avec une aile en moins, puis une deuxième aile, parce que en fait le rail il arrête pas de casser à chacun des niveaux de riz. Donc en fait. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que en fait j'ai une succession d'aventures à gérer, donc j'arrête pas de monter dans le mât, faire des semi-réparations qui tiennent pas longtemps. Du coup je décide de m'arrêter dans une île à Auckland Island. C'est un truc où personne ne va à part des observateurs, comment on appelle ça, des observateurs qu'on dépose en début d'hiver, d'été austral, et qu'on récupère 4 mois plus tard. Donc tout ça géré par la Nouvelle-Zélande. Et voilà, donc je décide de m'arrêter là, et là j'ai l'impression d'être dans l'aventure totale, quoi. Je me retrouve sur une plage, à mouiller sur une plage, avec des explorateurs qui me voient pas, qui m'ont vu au moment où je les voyais pas, et le contraire, et avec des troupeaux d'éléphants de mer sur la plage, et mon rail à réparer. Et voilà, donc je suis resté pendant 6 heures dans le mât, percé, perforé, taraudé, etc., etc. En fait, avec l'angoisse du vent qui arrivait, il y a une dépression qui arrivait. Voilà, donc j'étais pris par le temps, ça caillait, il faisait vraiment froid. La pluie, avec la personne, Et puis évidemment, à un moment, il a fait nuit, je pouvais plus, j'étais vraiment rincé. Je suis descendu, je me dis je dors 2 heures, le jour il revient dans 2 heures, les nuits sont assez courtes. Et puis au bout d'une heure, 1h30, j'entends des bruits particuliers. En fait, mon mouillage avait lâché. Du coup, parce que j'avais mis l'ancre, mais avec aussi du boot pour continuer la chaîne. Du coup, ça avait cassé avec le ragage. J'arrive pris au piège dans les kelpes. C'est ça, les grosses algues. Les grandes algues laminaires. Ouais. Donc j'étais à terre avec des bruits. Il y avait les éléphants de mer. Je dis oh la vache, je sais pas comment je vais m'en sortir, quoi. Ils vont me bouffer si je descends, tout. Donc inconsciemment, je déroule mon un petit phoque en le bordant du mauvais côté pour me mettre à compte. Et du coup, ça fait pivoter le bateau. Et puis tac, tac, je m'arrête, j'avance, j'arrête, je passe les barrières de
nickel. Et heureusement que j'étais pas sur les cailloux et du coup, j'arrive à m'en sortir. Du coup, je fais un grand tour dans la baie, je remouille à nouveau pour pouvoir finir mon bricolage. Et puis, donc, je termine. Et puis, quand je veux relever mon ancre, il y avait déjà 35 nœuds, impossible de relever mon ancre. Et donc, j'étais obligé de tout larguer. Donc, j'ai 2 mouillages à récupérer à Auckland Island. C'est prévu pour quand? Ouais, mais j'ai pas prévu d'y aller en vacances. Voilà. Et puis donc après, je termine le Pacifique. Donc à partir de, en fait, c'était avant l'idée parce que les premiers rails s'est cassé. En fait, j'ai fait à partir de après les Kerguelen, j'ai fait toute ma course avec 3 riz. Ouais, 3 riz. C'était un peu violent parce qu'il y a des moments. En poteau noir. Non, ouais, c'était pas exceptionnel quand même. Mais bon. Et alors tu vas perdre ta quille. Et donc dans le sud des Kerguelen, j'ai cartonné un mammifère marin que j'estime être une grosse cétacée, genre une baleine, parce que j'ai cassé ma dérive, mes 2 houes de safran sont cassées. Et à partir de ce moment-là, ma quille a commencé à vibrer. Et ça s'est intensifié après le Cap Horn. Tu fais quasiment au moins le tiers d'un tour du monde avec une quille en vrac, quoi. Pas en vrac, mais en tout cas, toute la partie portant. Et puis Kerguelen à Açores, quoi. Ouais, mais comme j'étais un peu sous-toilé, ça s'est pas trop vu. Là où ça a commencé peut-être à se dégrader petit à petit, c'est sur la montée au Falkland et puis au-delà, il y a beaucoup de près, d'ailleurs presque jusqu'à l'arrivée. Et donc au niveau des on a eu pas mal de mer et de l'Alizé soutenue avec une trajectoire assez serrée par rapport aux vagues, par rapport au vent. Et je sentais qu'il y avait un truc qui se passait pas bien de la quille, mais en même temps, je me dis la tenue, j'avais aucune raison d'imaginer qu'elle allait péter. Mais sauf que je me dis, j'ai peut-être pété quelque chose dans le profil qui fait que ça vibre. Et en fait, en arrivant aux Açores, donc j'étais à peu près il y avait une DEP qui arrivait. J'étais en avance sur cette DEP. Je dis avec le Suroît, j'ai à peu près, il me reste 1100 milles. 1100 milles en 2 jours et demi, ça va être fait. Je suis pas toilé, ça tombe bien, et j'ai la voilure adaptée. Et puis en fait, avant que qu'on a 2 jours d'arrivée, je me dis une bonne bouffe, des bonnes pâtes, machin, un petit check-up complet du bateau de l'avant à l'arrière, et qu'est-ce que je vois au niveau de la boîte de quilles, que la quille bougeait d'avant en arrière et ça faisait clac, 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 clac. Aïe, aïe. Et je dis mince, ça c'est pas terrible ça, c'est pas terrible pour la suite de la course. Et donc avant de voir ça, j'avais une possibilité d'être en bagarre pour la seconde place avec Armel Lecléache, parce qu'en fait moi on m'avait donné genre 60 heures ou 72 heures, je sais même plus, ou 50 heures, enfin je sais plus. Enfin et Armel n'était pas encore arrivé. Et donc la deuxième place était possible. Mais bon, est-ce que ça avait vraiment de l'importance par rapport à ce qui m'était arrivé sur cette course avec Yann notamment? Et voilà. Et donc voilà, j'ai à un moment la quille a fini par partir au bout de 12 heures de combat pour la faire tenir. Mais bon, elle est tombée. Et puis au moment où elle est tombée, je me suis dit je suis sauvé. Hein. Je suis sauvé parce que là, à un moment, j'ai cru qu'elle allait emporter le fond de coque. Qu'elle allait défoncer la coque, ouais. À force de taper. Et puis là, le fait qu'elle soit partie, j'ai dit, ouf. Donc, j'ai prévenu les organisateurs et Denis Auro en disant, pour l'instant, j'abandonne pas. Lui, il me conseillait d'aller aux Açores. Mais non, j'ai dit, non, moi, je vais aller j'envisage d'aller en Europe. Je m'étais donné aller entre l'Angleterre et l'Espagne et le Portugal. Je me dis ça fait un créneau pour arriver. Comme je savais pas du tout quelle maîtrise je pouvais avoir d'un bateau sans quille. Et puis le Vendée Globe où Golding finit, c'était celui d'avant. Celui d'avant. Ouais. Oui. On savait que c'était possible. On savait que c'était possible, mais pas que c'était une pratique régulière. Et donc je décide je commence à faire marcher le bateau et puis rapidement je m'aperçois que le bateau il est plutôt il va plutôt bien, il
il est stable. Alors j'avais les courbes de stabilité, je savais que jusqu'à 25 degrés, ça le faisait. Au-delà, la courbe s'inversait. Donc il fallait avoir une petite maîtrise du truc. Et donc, ça tombe bien, tu pouvais pas mettre plus que 3 ris dans la grand voile. Voilà. Et donc, en plus, j'ai passé les 50 nœuds sans quilles. Les 50 nœuds qui sont arrivés, qui ont un peu tout dégommé au sable, les tentes, les chapiteaux, voilà. Et donc, moi, je me les suis pris sur la tête. Et en fait, le bateau, il tenait vachement bien. Et puis après, j'ai eu c'était marrant parce que j'ai eu un peu la satisfaction et les réflexes un peu de multi. Donc, je dormais avec l'écoute à la main, à l'intérieur. Et donc, sur une couchette je mettais juste droite par rapport à la gîte. Donc, j'avais peu de gîte parce que j'avais rempli tous les ballasts. Et ça marche si on est ballasté de partout. Ouais. Et puis, en fait, dès que ça agitait plus, tac, du coup, j'ouvrais, ça me réveillait, du coup, je me cassais à moitié la figure et du coup, ça me permettait de dégainer rapidement et d'ouvrir le bloqueur. Et du coup, j'ai fonctionné comme ça pendant la première nuit et après, là, j'étais au portant, le vent était intéressant, du coup, allez, j'ai pas resté comme ça, du coup, j'ai mis le code 0. Et puis là, ça avançait bien, je trouvais que le bateau, il allait pas mal, donc, bateau assez léger, mais bon, avec un tourbillon sur le boîte de quille, mais bon, ça allait bien, avec bien sûr l'écoute à la main. Et puis ça, c'était 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours où finalement j'avançais plutôt beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Donc j'avais prévenu le directeur de course que finalement j'envisageais pas d'arriver entre l'Angleterre et l'Espagne, mais l'objectif, c'était de finir la course et arriver au sable. Et puis après, tac, je me suis retrouvé très à 600 000 ou 700 000 de l'arrivée, je sais plus, au près. Et je me suis dit, oh putain, au près, sans qui, ça va être un autre combat. Et puis en fait, je marchais à 8 nœuds et puis. Et donc, du coup, dans ces cas, t'as les 2 dérives basses ou comment? Non, non, parce que avec la baleine, là, le CTC, j'avais cassé une dérive, donc j'avais un mognon de dérive que j'avais gardé. Et puis, globalement, ça allait. Je faisais pas un cap d'enfer, mais ça avançait. Et puis en tirant des bords, j'ai eu un moment chaud. À un moment, j'ai évité un cargo en arrivant sur les côtes bretonnes. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de tirer la barre, donc abattre. Et là, j'ai tout choqué parce qu'autrement, ça pouvait être chaud. Mais globalement, le bateau, il se comportait plutôt bien et c'était assez surprenant et enrichissant. Voilà. Donc, j'ai pu terminer au sable. C'était quelque part, c'était pas la victoire. La victoire, c'est Michel, une fois de plus. Qui gagnait et moi en arrivant 3 j'étais vraiment il vaut cher ce Vendée Globe quand même. Ouais, j'étais vraiment soulagé, content, satisfait pour tous ceux qui avaient préparé ça et donc c'était un grand moment voilà, c'est une belle victoire psychologique voilà, c'est pas la victoire de la course mais c'est une victoire intérieure ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Il va y avoir un autre Vendée Globe. Du coup, je regroupe les courses. Il va y avoir un autre Vendée Globe qui, lui, va être le symétrique. Parce que tu vas faire, je sais plus quel est ton temps de course, mais qui est moins d'une demi-journée, quoi. Hein, Alors là, ouais, c'était un échec. Donc même bateau, même sponsor. Même sponsor, et puis un gros échec collectif. C'est-à-dire une quille qui profitait de toutes les technologies possibles et imaginables qu'on avait au sein du groupe Safran et puis qu'on avait depuis 1 an avant, donc avec Yann Eliès sur la Transat Jacques Vabre. Et puis en fait moi j'ai navigué pratiquement, enfin plus qu'un Vendée Globe avec cette quille, et il se trouve que après un super moment de départ où je prends la tête, c'était fabuleux. La quille, au bout de, je crois que je vais avoir le triste record de tenue en Vendée Globe, c'est-à-dire genre 5-6 heures, 7 heures, je sais plus. Enfin, en tout cas, tellement peu que c'est insignifiant. J'ai à peine passé la ligne de départ que c'était fini. Et pour la seconde fois je rentre au Sable d'Olonne sans m'occuper de la marée jusqu'au port. Et quand on s'occupe pas de la marée avec un IMOCA, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas terrible. Et voilà. Alors moi j'ai un souvenir parce que tu viens à peine d'arriver et donc toute la presse est là en fait, puisqu'on est le lendemain du départ. Ouais. On est donc beaucoup de journalistes repartent le dimanche soir même, puis t'en as plein qui restent au cas où il se passe ce genre de choses. Et tu vas faire une conférence de presse, t'es encore en ciré, et tu viens dans la salle de presse devant
plusieurs centaines de journalistes, quoi. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on arrive, quand on est coureur, à avoir l'énergie de venir répondre aux questions, quoi. Et alors, tu vas faire le job, quoi. Tu vas répondre aux questions, presque impassible. Et puis, il y a beaucoup dans la salle de presse, il y a beaucoup de pudeur, quoi. Parce que tout le monde est un peu gêné, en tout cas, blessé pour toi, parce que c'est préparer un Vendée Globe comme ça et le finir aussi rapidement. Et alors, toi, mais même aujourd'hui, je me demande un peu comment tu fais pour avoir pu rester aussi, c'est pas flegmatique parce qu'on sent que t'es atteint, quoi. Ah bah oui, carrément. Mais quand même, à venir, en fait, venir faire le job. Quelqu'un t'oblige à faire la conférence de presse? Ah non, pas du tout, non. Non, on m'a demandé si j'étais OK. Et on m'a demandé si j'étais OK et j'ai dit, ouais, il faut y aller. Et puis, de toute façon, j'imaginais même pas aller dormir. C'est sacrément dur c'est clair. de faire 3 heures, juste une brindille du Vendée Globe, c'est quand même assez par rapport à tout ce que ça représente. Et donc moi j'ai trouvé, quand on m'a posé la question, j'ai trouvé ça tellement important peut-être que si ça permettait de parler, d'évacuer, et voilà, de partager. Peut-être que c'est ça. Je sais pas quel sentiment j'ai eu au moment où j'ai accepté, mais en tout cas j'étais content de le faire. Et puis je sais plus dans quel terme j'ai tenu tous les propos, mais en tout cas, j'ai assuré, ça c'est un truc auquel je tenais vraiment, j'ai assuré ceux qui étaient là qu'ils seraient informés sur le pourquoi du comment et les problèmes. Et moi, j'ai assuré quelque chose dont j'avais pas forcément la maîtrise. Et le chef de projet qui a pas fait que des belles choses sur Safran, je peux en parler maintenant, mais en tout cas a pas dit ou pas transmis ce qu'on s'était engagé à en faire. Parce qu'en fait, si je me suis engagé à faire et à rendre public, parce que c'était important même par rapport à l'IMOCA, la classe IMOCA, c'est que je pensais que c'était essentiel au niveau sécurité pour tous les marins qui partent en mer. Et aussi que j'avais partagé, j'en avais parlé avant au président qui était Jean-Paul Herteman, pardon, qui avait succédé à Jean-Paul Béchat. Et il m'avait aussi donné le feu vert et il m'a dit c'est toi qui t'exprimes et c'est toi qui voilà. Et donc je me suis engagé là-dessus. Et en fait, il y a eu des rapports de fait, des expertises et avec des erreurs qu'on a trouvées, notamment dans l'usinage de l'acquis, dans le coefficient de sécu, soudure faisceau d'électrons, enfin toutes les technologies qui sont les tops du top, sauf qu'il y a eu une faille. Enfin, il y a eu plusieurs petites failles qui, accumulées les unes aux autres, ont fait que il y a eu une dégradation du métal, slinky en titane. Enfin, c'est le truc que même pas on peut rêver d'avoir tellement c'était fabuleux et voilà. Et donc là-dessus, moi je l'ai assumé parce que j'ai assumé et c'est pour ça que c'était important que je parle parce que moi j'ai fait partie des gens qui ont accepté de partir avec cette quille. Avec des ingénieurs, avec des architectes, avec Verdier, avec VPLP, et en sachant que 3 mois avant, et ça n'a pas été dit, ça n'a même pas été assuré, justement par le gars qui était chef de projet, qui était mis en retraite depuis, mais enfin en tout cas, on a observé des micro failles dans la quille. Du coup, on a fait venir des compétences de Safran, donc on a refait des calculs, on a fait ce qu'il fallait pour que ça tienne. Et moi, à ce moment-là, j'ai demandé ce chef de projet. On a la première quille du bateau en carbone qui est en bon état, qu'on a le temps de refiter. Ça, c'était au mois de juin. On a le temps de refiter. J'ai dit si jamais là, on est sur un truc qui était de la haute technologie avec toutes les incertitudes que ça peut comporter. Si jamais on a un problème d'ici le départ du Vendée Globe ou dans les premiers jours du Vendée Globe, il faut remettre l'acquis propre.
voilà, et puis ça permet de tenir un sponsor et de respecter ce pourquoi le sponsor est là, c'est-à-dire faire le tour du monde. Et ce type-là m'a répondu froidement, écoute, si tu veux pas partir avec cette kit, t'as qu'à dégager un. Ok. Ok, voilà. Et là, il s'en est jamais vanté. Il s'en est jamais vanté auprès de la direction de Safran lorsqu'il a eu l'occasion de le faire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important, moi, en tant que skipper, c'est-à-dire co-responsable aussi. Je suis co-responsable dans la mesure où j'accepte de partir avec cette quille. J'assume et je suis responsable. On prend des risques. Hein, et voilà, j'aurais voulu que tout le monde aussi assume le rôle qu'il a eu, voilà. Et lui, il a fait la couleuvre, mais en tout cas, voilà. Et c'est vraiment dommage parce que, en fait, dans le monde maritime, on a tous des pépins un jour ou l'autre. Et il y a un moment, il faut aussi assumer. Et quelque part, ça fait pas plaisir d'assumer. Voilà. Et donc, heureusement que j'ai été bien soutenu par le président de Safran à cette époque et puis beaucoup d'ingés. Mais il y en a qui sont partis en courant et ça, c'est insupportable. Alors, on parlait de capacité de résilience, mais l'année d'après, tu fais à nouveau un podium sur la Route du Rhum. Enfin, oui. Il y a une victoire dans la Jacques Vabre, pardon. Non, pardon, je m'en mêle les pinceaux, excuse-moi. L'année d'après, on est sur le deuxième Vendée Globe, donc 2012-2013, et donc il y a à nouveau une deuxième place sur la Jacques Vabre en 2013 avec Pascal Bidégory. Ouais, qui était d'abord un super souvenir. C'est vrai donc on n'est jamais mort, quoi. Hein. On n'est jamais mort. Avoir un échec cuisant comme celui-là. Ouais, et justement j'ai envie d'utiliser le terme de résilience à nouveau. Ouais, quoi. Et justement le retour du Vendée, évidemment, on arrive le lendemain du départ, on est déjà à quai à la Trinité ou à Saint-Philibert pour sortir le bateau, et donc c'est pas très glorieux. Et donc on se réunit avec toute mon équipe et pour savoir ce qu'on va faire sur le bateau, mais moi moi, ce que je voulais, c'était tout de suite projeter quelque chose. Et donc, je me propose à Safran, j'ai dit, voilà, Vendée Globe, c'est plié, machin, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Voilà, on va pas l'effacer parce que ça a eu lieu, mais en tout cas, voilà ce que je propose. On va aller à New York dès qu'on peut, dès que le bateau est remis d'aplomb, dès qu'on a remis la quille d'aplomb, la quille qu'on n'avait pas voulu mettre propre, on remet cette quille. Et puis on va à New York, ça fait un bon entraînement. Et puis moi je reviens en solo et on essaie de voilà, ça fait un défi sportif. On fait un retour en record de l'Atlantique et puis moi ça m'amusait, ayant fait plusieurs fois sur des multicoques, je me dis tiens c'est amusant de faire voilà, et puis ça fait un petit peu ça fait une échéance, ça fait un défi et puis ça fait un but aussi pour toute l'équipe qui travaille, voilà. Et donc on part à New York et puis je reviens et c'est marrant parce que je mets 8h et 5h, on avait avec le premier jet, on avait mis 8h et 17h, donc c'était assez rigolo et enfin pour la petite histoire, ça montre le progrès aussi, quoi. Ça montre le progrès, donc c'était plutôt assez sympa, voilà. Et puis après on se prépare avec Bidégory, avec Pascal Bidégory pour la Jacques Vabre et qu'on court et je sais même plus où on arrive à Itajaí, je crois, au Brésil, et on arrive second. Voilà, on a fait une belle course avec Pascal. Alors c'est marrant, courir avec le Basque, voilà. Et après, je pouvais dire que j'avais mon brevet d'utilisation du petit Basque et voilà. Et en fait, j'ai bien apprécié de naviguer avec lui, qui est pas toujours très facile et qui est super performant et avec qui j'ai adoré aussi passer des bons moments. Voilà. Donc c'est un super gars, le Bidégory. À la fin de cette année 2013 ou en 2014 déjà, il y a un nouveau casting qui se fait chez Safran. Tu sais que tu vas faire la Route du Rhum sur le bateau, mais il va y avoir un nouveau bateau et un nouveau skipper. Ouais, alors ça va être un peu curieux parce qu'il y a un casting alors qu'il y a un skipper en place. Comment tu gères cette période-là qui est assez compliquée, quoi. Ce qui se passe, il y a plusieurs choses qui se passent chez Safran. Déjà, il y a le président
avec qui rien pouvait m'arriver, enfin parce que ça se passait bien, j'avais bien joué le jeu avec le monde Safran, enfin bon, tout se passait bien. Et il se trouve que Jean-Paul Hertemann, voilà, il est sur la fin de son parcours chez Safran, enfin même sur la fin de son parcours professionnel. Et du coup, le fameux chef de projet qui a pas assumé, et la chef com de Safran, et vraiment quand je dis la chef com, c'est vraiment pas gentil, hein. Et ça, je pèse mes mots. Voilà, se sont dit, le Marco, il a fait 10 ans ou 11 ans avec machin. Ok, c'est bien passé, mais c'est bon, quoi. Et donc, nous, on a accumulé assez de choses pour que, en fait, l'équipe de Marco, ce soit des marionnettes et qui ne gèrent plus rien du tout, voilà. Et donc, ils nous ont demandé de travailler sur le bateau, ce qu'on a fait. Donc, on a conçu le Safran 2 par rapport à toute l'expérience donc ça a été le premier foiler. Ça, il faut le noter. C'est le premier foiler qui a été mis à l'eau. Parce que nous, on y croyait vraiment fort. Ça n'a pas été évident partout dans l'IMOCA, mais en tout cas, nous, on y croyait fort et on s'est battu pour ça. Et voilà. Et donc, le skipper remplaçant a été sélectionné, est arrivé. Donc, tout s'est passé à peu près dans l'ordre jusqu'à la route du Rhum, au moment où moi, j'étais encore skipper du bateau. Au moment où je suis début janvier, donc début janvier, c'était le nouveau bateau qu'on était en train de terminer, qui était mis à l'eau, et à partir du moment où le nouveau bateau était à l'eau, ça correspondait à la fin du mandat du Jean-Paul Hertemann, et là le Jean-Paul Hertemann a quitté Safran, et là je me suis pris des missiles, et là et par la chef com et par le chef de projet, et puis en fait très rapidement, du jour au lendemain, là où j'étais intouchable et l'équipe qui m'accompagnait était intouchable, on avait quand même bien bossé sur Safran, et là le chef de projet, que j'ai même pas envie de nommer parce que ça a vraiment aucun intérêt, en tout cas m'a dit, en tout cas alors qu'il y avait un engagement de l'ancienne présidence que je sois encore jusqu'au Vendée Globe, qu'on tienne c'était un des objets de suivre ce projet et de l'accompagner et de le diriger. Et ce type-là m'a dit de toute façon on fera un choix pour savoir qui va gérer le projet. Je lui ai dit, mais comment ça, il y a un engagement? Il me dit non, en fait le contrat il avait modifié mon contrat déjà. Et donc, il tenait l'équipe en place. Et puis, il m'a dit, de toute façon, s'il faut prendre quelqu'un d'autre pour gérer le projet, ça m'empêchera pas de dormir plus de 5 minutes. Hein. Voilà. Donc, la relation était tendue. Et donc, je me suis aperçu du jour au lendemain que, voilà, il sentait pas mon protecteur, mais en tout cas, j'avais vraiment toute la direction de Safran à mes côtés, et dans tous les combats, dans tous les coups durs et les bons coups aussi, et que comme tous les gens qui n'ont pas beaucoup de charisme, dès qu'ils voient qu'il y a un des éléments forts qui disparaît, enfin qui s'en va, voilà, ils ont commencé à s'appliquer. Et puis en fait, je lui ai dit, écoute, on va l'appeler Robert. Si tu fais ça, le projet, non seulement celui qui me remplace, il va pas aller très loin, parce que même si tu choisis une autre équipe, il va pas aller très loin, mais en plus, je peux te garantir, le projet dans 1 an, il est mort. Et en fait, malheureusement, j'ai eu raison. Le projet qu'on a construit sur 10-12 ans, eh ben, il a fait naufrage en 1 an, voilà. Donc, ouais, je devrais pas en parler, mais ça me reste tellement sur la gorge, parce que ça m'a coûté de mettre tout le monde à la porte. Donc, mettre tout le monde à la porte, c'est forcément pas très agréable pour ceux qui sont mis à la porte. Enfin bref, ça a été un moment difficile, et tout ça pour mettre un projet à terre, c'est pas très élogieux, voilà. Alors, tu vas quand même, au milieu de tout ça, tu fais quand même une route du Rhum, où tu fais 3e. Ouais. Malgré tout, dans des conditions pas faciles. Le bateau, le Safran 2, va être construit. C'est Morgan Lagravère qui va courir dessus et qui va prendre un départ de Vendée Globe qui l'arrêtera au Cap. Comment, toi,
on a parlé beaucoup de ta capacité de résilience tout au long de cette discussion. Comment toi tu encaisses cette fin-là? Comment tu arrives à rebondir? Parce qu'on a vu que t'avais une capacité à encaisser qui était quand même assez forte. Comment est-ce qu'on enchaîne? Déjà, la fin de Safran, psychologiquement, mentalement, ça m'a un peu détruit, et ça m'a un peu fracassé. Et donc, on a beau être solide et être, quand on est avec un partenaire, on dit toujours on est de passage, on n'est pas des carriéristes, et ça serait autrement. Et donc c'était un peu violent, voilà. Et donc rapidement, il y a Bertrand Debrocq qui m'a sollicité, donc j'ai pu aller naviguer avec lui. On a pu faire une Jacques Vabre ensemble. Je l'ai aidé sur plusieurs trucs. Ensuite, j'ai essayé d'entreprendre des choses. Avec d'autres personnes, on a organisé un trophée des multicoques. En parallèle, on a lancé des jeunes. Alors c'était un peu à l'arrache parce qu'on avait un super partenaire, mais il nous en fallait deux. Enfin bref, et du coup on a essayé de lancer des jeunes pour le Figaro avec un partenaire deux partenaires, c'était Klaxoon et Wellness, et voilà, et tout ça était un peu à l'arrache, et j'étais un peu à un moment je parlais au début un peu une bolémie de course, de machin, et là j'avais une bolémie de faire quelque chose, voilà. Et donc j'ai essayé surtout de pas rester sans rien faire, voilà. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai entrepris trop de choses en même temps. Il y avait cette histoire de Figaro avec les deux jeunes que je voulais. C'était un duo mixte, hein. Un duo mixte. Ça c'était en 2019. 2019. Et donc ça me tenait vraiment à cœur. En parallèle, il y avait cette organisation du Trophée des multicoques qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. On était en groupe, mais en fait, moi j'ai un problème quand je me mets là sur un truc. Je m'y mets, quoi. On n'est pas là pour faire du blabla, et du coup, les trucs on les construit. Et avec les embûches et les problèmes d'argent, de sponsors, de machin, et du coup ça pompe, voilà. Mais ça m'a permis aussi d'exister, c'est pas le mot, mais en tout cas d'entreprendre, parce qu'en fait quand on a été un peu actif toute sa vie, de rester derrière son bureau en disant qui va m'appeler, y a des périodes où personne n'appelle, hein. Donc on a presque envie de s'appeler pour dire est-ce que mon téléphone marche, voilà. Et donc j'ai eu une période un peu un passage à vide, et avec mon ami je me suis dit, il y a deux options: où tu restes à attendre et puis il se passe rien, ou t'entreprends, parce qu'en fait finir sur un échec c'est pas bon. Là effectivement l'échec de Succession, c'était un échec global pour tous ceux qui l'ont entrepris avec la Gravière, et donc rester là-dessus c'est pas bon, même la vision que les gens peuvent avoir aussi dans ce milieu sur ce que tu as fait, même si on a sorti deux beaux bateaux, le 1 et le 2. Et on l'a prouvé après. C'est Yannick Bessavel qui l'a prouvé après, qui a gagné le dernier Vendée Globe. Mine de rien, on n'a pas fait n'importe quoi, hein. Donc, et le bateau, il est resté très proche, même de l'époque où nous on l'a sorti du chantier, voilà. Et donc c'est un peu une fierté, hein. C'est une fierté qui est arrivée à un retardement, mais en tout cas c'est une sacrée fierté pour toute l'équipe, hein. Voilà. Et donc peut-être un sentiment après coup aujourd'hui, en tout cas en 2022, peut-être d'une volonté de suractivité pour pas rester, voilà. Et c'est bon ou c'est pas bon, le truc c'est pas de jeu, voilà. Mais en tout cas tu sais que quand on est dans un petit monde, le monde dans lequel on vit, c'est le milieu de la course au large, c'est un petit monde. Quand tu prends un échec, tu peux avoir du soutien. Quand tu te fais balancer avec toute une équipe alors que tu as fait deux beaux projets, quand tu es bien suivi, que tout s'est bien passé, du coup de l'extérieur ça interroge. Si c'est fait bouler, c'est qu'ils ont vraiment rien fait de bon. Et donc quelque part nous on vaut quelque chose par rapport à ce qu'on a fait. Quand il y a un échec, lorsqu'il y a un échec, et pour moi c'est un vrai échec, cette fin peu glorieuse, du coup il y a une remise en cause de l'équipe, de ton travail, de tout ce que tu as fait depuis 10 ans avec un partenaire avec qui ça s'est super bien déroulé, et du coup
tu vaux plus rien. Enfin, quand tu vaux plus rien, parce que j'insiste vraiment là-dessus, mais ta valeur, elle est par rapport à tes résultats et par rapport à tout ce que tu fais. Et quand tout ce que tu as fait, enfin, beaucoup de choses sont positives et puis que tu termines par un bouillon, on se pose la question et qui est légitime. Qu'est-ce qui a merdé? Est-ce que l'équipe était pas compétente? Moi qui gérais l'ensemble qui était pas au niveau. Enfin, tu te poses plein de questions et les autres légitimement se posent plein de questions. Donc trouver des partenaires et recommencer des budgets, des projets avec des budgets conséquents. Il faut se battre et être suffisamment convaincant et ça se fait pas du jour au lendemain. Il m'a fallu quand même. Et on sent parce que on parle d'événements qui ont lieu il y a 7 ans, quoi. On sent que t'es encore marqué par. Ouais, ça m'a marqué parce que ça m'a un truc que je pensais pas aussi violent, c'est de virer tout le monde. Quand je dis virer, c'est virer tout le monde et c'est socialement c'est hyper dur. Jamais j'aurais imaginé de dire à toute l'équipe qui sont donnés comme des malades pour s'investir sur le projet. Et puis quand tu t'investis sur un projet de course, il y a pas de week-end. Enfin et la construction de l'autre, on n'arrêtait pas de leur demander, mais si il faudrait travailler le samedi aussi et tout ça pour se faire balancer. J'ai trouvé ça hyper violent. Et en fait c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus violent, orchestré par des gens sans cœur, que j'ai dû avoir à affronter. Tu vois, c'est plus dur que de perdre sa quille et de taper un cétacé ou voilà. C'est juste là des histoires de terriens qui sont violentes et par des gens à qui ça ferait vraiment du bien d'aller vivre un peu sur un bateau. Pour changer de sujet et parler de sujets plus actuels, il y a une chose que tu fais avec le projet du haut mixte et puis aussi tu as fait un petit bout de saison en classe 40 avec William Matelin-Moreau. Ouais. Est-ce que comme beaucoup de marins qui ont eu les carrières qu'on vient de longuement évoquer, la transmission, vous êtes nombreux comme ça à arriver à cet âge-là, cette génération-là qui a connu quand même de plusieurs décennies de carrière. Est-ce que justement la transmission, c'est un dossier qui t'intéresse? Bien sûr, c'est un dossier qui m'intéresse. Puis vraiment, j'étais vraiment, j'avais envie de m'investir là-dedans. Alors il y a le premier échec avec la Gravière, et puis là celui-là, c'est un semi-échec et un petit peu. En fait, comment je suis arrivé là-dedans, c'est le patron de Béjaflor qui me contacte, qui me dit ça serait bien. Notre projet il part un peu. Je voulais pas parler d'un nouvel échec. Hein. Je pensais non, mais parce qu'il y a eu quelques belles courses. Fait, oui, mais c'était une bonne expérience. Mais au final, ça se termine par l'échec. Il faut pas. Moi, j'ai pas froid. Enfin. Ça fait partie du jeu, échec ou coup dur et tout ça. Pourquoi échec? Parce que ça a pas suivi, c'est terminé avec son partenaire. En fait, quand je vois la difficulté qu'on a, enfin je sais pas tous ceux de ma génération, mais même bien après, quand l'énergie que c'est pour trouver des sponsors, machin, quand tu vois quand là sur deux histoires que je viens de raconter, c'est en quelques mois le truc il est gâché. Ces jeunes, ils se rendent pas compte que l'implication qu'il faut, enfin, il faut s'impliquer avec les entreprises, il faut s'impliquer avec, puis ça, c'est pas parce que t'es le champion du monde que tu vas être bon avec ton sponsor, voilà. Il faut beaucoup d'engagement, d'implication, et c'est pas que sur l'eau, quoi, c'est aussi à terre. Et il faut aussi se donner, donc c'est du temps. C'est sûr, c'est du temps, c'est de l'énergie, et quelquefois, il faut partager avec du monde, avec les gens qui font marcher l'entreprise, qui soient en haut de l'entreprise ou à des métiers, à des postes plus basiques. En tout cas, respect pour tout le monde. Et voilà. Et puis il faut juste rester à sa place et être capable de s'adapter à tout. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a été skipper une fois qu'on a l'auréole au-dessus de la tête. On est juste je dis souvent, quand on a gagné quelque chose ou quand on arrive du Vendée Globe, on est la star d'un jour, tu vois. On n'est pas des footballeurs avec des carrières qui peuvent durer 5, 6 ans ou 7 ans, 8 ans avec une auréole sur la tête en permanence et le salaire qui va avec. Nous, on est juste des stars d'un jour et le lendemain, on est ce que je fais aujourd'hui à faire mes épissures et à brosser mon bateau et c'est génial. Ouais.
Très bien, on va conclure sur c'est un peu bavard, mais bon. Sur les épicures. Non, mais je savais en venant qu'on allait explorer une grande partie de l'histoire de la course. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir pris autant de temps pour partager avec nous cette trajectoire et ces histoires. Et avec toi, on a bien vu à quel point c'est fait de haut et de bas et qu'il faut. Je crois que c'est le maître mot de cet épisode. Enfin, on fera même faire 2 épisodes. Je peux le dire maintenant. On fera 2 épisodes plutôt qu'un. C'est la résilience, quoi. C'est vraiment, je pense, c'est une bonne leçon pour plein de gens, pour savoir que même quand il y a des moments difficiles, et il y en a beaucoup en mer, et derrière, après le passage de front, normalement il fait beau. Voilà, il y a du reaching. Toujours un rayon de soleil. On dit toujours une traversée où il a plu pratiquement tout le temps. Il suffit d'un rayon de soleil pour dire putain, c'est génial, il a fait un super temps. Et en fait, c'est juste sur le rayon de soleil de l'arrivée. Exactement. Marco, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir pris autant de temps pour partager toute ta trajectoire avec toi, qui n'est pas finie. Il y a encore une route du Rhum à la clé d'ici quelques mois. Donc la 6e ou la 7e, on vérifiera dans nos fiches pour savoir précisément la combienième c'est. Donc au vu des résultats habituels, 6e. Voilà. Par contre, du coup, normalement, c'est podium obligatoire, d'après ce que je constate. Il y a quand même beaucoup de sur les 6. Je sais pas combien il y a de podiums, mais il y a quand même beaucoup de prévus. On souhaite de tirer la bourre avec les copains Mabir, Bilou et compagnie. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à faire vos commentaires positifs ou négatifs. On prend tout, on encaisse aussi. N'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je crois que sur Spotify aussi, on peut noter maintenant. C'est bon pour le référencement. Salut, merci Marco. Ok, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!